quand je pense qu'il y en a qui se sont réveillés pour voir Charles Leclerc faire 3 virages. J'avoue que j'ai mal pour vous, mais je vous envie un petit peu aussi parce que vous avez pu repartir vous coucher. Moi, j'ai pas eu cette chance avec le 3e départ et les Alpines. Voilà, voilà. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix rocambolesque d'Australie 2023 de Formule 1, c'est parti. La première réaction concerne le rythme de course global et les stratégies. Je vais faire assez vite, on va se concentrer quand même un petit peu sur Mercedes, qui a été plutôt la bonne surprise de ce week-end. Bon alors, on allait faire un seul arrêt, peu de dégradation, mais du graining sur les softs et les médiums selon Mario Isola. Donc tout le monde allait faire la majorité de la course sur les hards, genre vraiment la grosse majorité. D'où le choix d'Alpine de partir en soft, qui a été un petit peu surprenant au début, puis tu réfléchis un peu et très clairement en fait, ça voulait attaquer et mettre les hards à la première opportunité, comme une safety car par exemple, pour ensuite aller au bout. C'est ce qu'ils ont fait avec Esteban Ocon sur la toute première safety car. D'autres ont suivi à peu près le même chemin à ce moment-là. C'était clairement la bonne stratégie, mais derrière ça incluait de devoir bien gérer ses gommes jusqu'à la fin parce que du coup t'allais pas te réarrêter. Les Mercedes donc qui ont pris un très bon départ et ça a l'air d'être un petit peu leur point fort, j'ai l'impression, pour le moment cette saison. Plongeon osé de Russell au T1, plongeon opportuniste pour Hamilton au T3 avec un Verstappen qui a freiné très tôt, je trouve. Rien à dire, Hamilton a laissé juste assez de place, même si Verstappen se retrouve un petit peu plus sur le vibreur que sur la piste. Ça reste très agressif, mais somme toute assez correct. Derrière, ça nous annonçait un combat de fou. Russell, Hamilton, Verstappen, s'il y avait bien une manière de la jouer, c'était de faire équipe, de laisser Hamilton défendre et de gérer les gommes pour Russell jusqu'aux arrêts, tout en laissant Hamilton avec un DRS, histoire qu'il puisse facilement se défendre. Et si Verstappen tentait l'undercut, qu'il ne puisse doubler qu'une des Mercedes et pas les deux d'un coup. Ça partait assez de loin en termes de stratégie, mais il y avait quelque chose à faire. Bon, Hamilton a énervé George Russell sur un décalage pour l'attaquer, ce qui était loin d'être nécessaire et même contre-productif pour le coup. De toute manière, avec les drapeaux rouges et la vitesse de la Red Bull, c'était finalement plus une question de temps, mais j'aime à croire que il y avait quelque chose à faire. Verstappen, derrière, dès qu'il a passé Hamilton, il s'est échappé, il n'y avait plus rien à faire. Par contre, Hamilton a réellement tenu Alonso toute la course. On pensait qu'Alonso conservait beaucoup ses pneus pour tout lâcher en fin de course. Et finalement, il en avait pas tant que ça sous le pied, ce qui est assez surprenant. Beaucoup de gestion au final, parce que encore une fois, mine de rien, il y avait pas mal de tours à faire. Et pour terminer, on avait quand même un Sainz qui était pas si loin de Hamilton et Alonso, qui roulait presque aussi fort d'ailleurs, et derrière lui, il y avait un Gasly qui était dans son DRS pendant quasiment toute la course, qui arrivait à tenir la Ferrari et qui s'est d'ailleurs même payé le luxe de décrocher au fur et à mesure un certain Lance Stroll avec une Aston Martin. Alors, énorme course de Pierre Gasly pour le coup. Toute la course, il a été là. Il a retenu George Russell un petit peu au début, puis il a tenu assez longtemps, mine de rien, Carlos Sainz. Et derrière, il avait quand même un énorme rythme. Il était toujours dans le DRS. Alors, je me rends pas compte à quel point il pouvait ou pas l'attaquer, je pense pas. Mais en tout cas, c'est hyper encourageant pour Alpine. D'ailleurs, est-ce que ça va mieux pour Mercedes? Parce qu'on en parlait juste à l'instant. Alors, oui et non. C'est plus dû au circuit qu'à autre chose a priori, car ils n'ont pas apporté d'amélioration à Melbourne. Par contre, ils ont trouvé des solutions sur les setups de la voiture, donc il y a quand même un petit pas en avant. Maintenant, on va attendre de voir les prochaines améliorations pour tout le monde. Avant d'enchaîner sur la deuxième réaction, je voulais vous remercier du fond du cœur pour toutes vos contributions pour le projet du livre. On est à 550 000 €, c'est absolument énormissime. Merci du fond du cœur, j'ai vu avec mon équipe et j'avoue, je les tanne avec ça depuis maintenant un bon paquet de temps, presque depuis le début de la campagne, mais ça y est, on y arrive. Si on atteint les 600 000 €, on fait une course de karting de 3 heures. Ensemble, on tirera au sort 30 chefs d'équipe parmi tous les contributeurs qui pourront composer leur équipe. On passera un moment ensemble de fou. Voilà, le lien est dans la description. La deuxième réaction concerne la remontada du week-end, assez logiquement celle de Sergio Pérez, Driver of the Day, même si c'était plutôt pour Gasly le Driver of the Day, mais bon, c'est pas grave. Pérez part des stands en ayant les hards pour allonger le relais le plus possible et sauter tout le monde en fin de course, mais la safety car du premier tour lui coupe l'herbe sous le pied à première vue, alors qu'en fait, pas tellement, parce que on peut le tourner un petit peu en avantage, surtout pour Sergio Pérez qui avait
pas pris un départ non plus exceptionnel. Alors du coup, il rentre pour mettre des médiums, puis il re-rentre une nouvelle fois, toujours sur safety car pour remettre des hards, et puis aller au bout. De là, commence la remontada, voiture par voiture. Ça ne l'empêche pas de buter sur quelques-unes de ces voitures-là. Dépasser, c'est pas spécialement le plus facile à Melbourne par rapport à Jeddah, par exemple. Par contre, quand il a dû envoyer des dépassements à la chicane rapide du virage 9, là, il était là, le gamin, il a fait l'intérieur sur Ocon, l'extérieur sur Piastri, c'était à chaque fois assez magnifique à voir, puis bon, il a quand même la voiture aussi pour pouvoir faire ce genre de manœuvre. Par contre, il s'est fait bully, mais de fou, au deuxième départ, manquant de s'accrocher avec une AlphaTauri dans la ligne droite principale avant le premier virage. Pareil avec une Haas en arrivant au virage 3. Une fois qu'il faisait sauter le bouchon quand il était en rythme de course, il avait un bon rythme. Et comme c'est celui qui peut, à la limite, être l'adversaire de Verstappen au championnat, sa mission c'était de limiter les dégâts, entre guillemets, avec une voiture qui avait pas mal de problèmes et qui lui a joué quand même pas mal de tours le samedi. Oui, ça, le samedi de Pérez, c'était dur. Troisième départ, du coup, bonne impulsion, mais il tire tout droit et manque d'accrocher Piastri en revenant en piste. Il ralentit en regardant les Alpines être dans le mur. Il regarde les deux Alpines, justement, un peu pour voir si tout allait bien, parce que gros choc quand même. Et du coup, Guanyu Zhou, qui était juste derrière, il était là, il fait pourquoi il ralentit? Hop, et il l'a dépassé comme ça. Bref, des stands à la P5 grâce à une fin de Grand Prix assez chaotique. Peut-être qu'il a manqué une ou deux opportunités, mais dans tous les cas, il est arrivé, il a marqué des gros points et il a limité un petit peu la casse au championnat. Alors oui, je suis bien conscient que Pérez, dès qu'il va commencer à poser un peu problème, on va gentiment lui dire chez Red Bull que le championnat c'est plutôt pour Verstappen et pas pour lui. C'est comme ça que ça se passe hein, chez Red Bull, c'est pas une nouveauté. Maintenant, indépendamment du fait que Red Bull place Verstappen en numéro 1 et Pérez joue les supports, l'écurie ne peut pas se permettre de laisser ses pilotes se battre en piste comme c'était le cas des Mercedes en 2014 par exemple. La Red Bull a quand même beaucoup de petites alertes de fiabilité, on a l'impression sur ce début de saison, sur les deux voitures, quelques petits soucis de réglage aussi pour les deux, qui sont jamais totalement satisfaits du comportement de leur voiture. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les Red Bull ne mettent pas un gap qui est aussi abyssal avec les autres que les Mercedes en 2014 par exemple justement. Donc se battre à deux devant, c'est donc pas la meilleure option, voire c'est même pas une option tout court. Verstappen reste plus fort, mais Pérez n'est pas non plus à la ramasse. La vraie question c'est combien de temps il va tenir le Sergio Pérez à ces petits jeux politiques de l'écurie qui ne marchent pas en sa faveur. On n'est pas encore au moment de la silly season, mais bon, ça va arriver bien assez tôt. Bon allez, troisième réaction, on va décortiquer ensemble l'action entre Pierre Gasly et Esteban Ocon, même si ça me paraît assez clair et assez simple, peut-être que ça ne l'est pas pour tout le monde. Du coup, on va essayer de remettre un petit peu les choses en contexte en premier. Premièrement, le soleil est de plus en plus bas et les pilotes l'ont en plein dans les yeux au virage 1 et au virage 3 surtout. Donc les repères pour freiner sont un chouïa plus difficiles à bien prendre parce que du coup tu vois un peu rien, tu es un peu aveuglé. Deuxièmement, les pilotes ont du mal à faire chauffer leurs pneus pour la simple et bonne raison que quand on ressortait des stands, il y avait la safety car et que elle roulait beaucoup trop lentement pour eux. Verstappen s'en est plaint plusieurs fois à la radio. Donc difficile en fait de garder les pneus parfaitement en température, surtout pour ceux qui partaient devant. Troisièmement, on est sur un troisième départ arrêté de la journée. Il reste 2 tours, tout est à gagner, tout est à perdre aussi d'ailleurs. Tout le monde est fatigué, nerveux, là aussi ça peut aller très très vite. L'agressivité, finalement elle est à son paroxysme, tout simplement. Sur ce troisième départ, beaucoup de pilotes ont fait des erreurs. Sainz avec Alonso, Sargent avec De Vries, Pérez qui tire tout droit, Stroll qui loupe son freinage au T3, et donc Pierre et Esteban qui se sont mis dans le mur. Ça aurait pu être 2 autres pilotes, mais le timing fait que c'est 2 Alpines. Du coup, Pierre prend une très bonne impulsion, se retrouve à hauteur de Sainz, il est assez précautionneux, commence à freiner assez tôt, mais malgré ça, en fait, il bloque quand même la roue avant droite et n'arrive pas à ralentir sa voiture. Il tire au large du premier virage, il prend l'herbe et revient en piste avec les pneus un petit peu sales, il patine légèrement en sortie d'herbe, reprend de la vitesse et reprend la trajectoire de course. Tout semble sous contrôle quand, paf, le mur. Maintenant, si on prend le point de vue d'Esteban, Esteban a eu une mauvaise impulsion, il a pas mal patiné au départ, il arrive au premier virage avec un Tsunoda qui plonge giga fort, hyper agressif sur sa droite, ils sont côte à côte, Tsunoda voit sur sa droite Alonso en tête à queue, donc faut faire un peu gaffe. Ocon voit devant lui Gasly revenir en piste, Tsunoda passe Ocon qui freine derrière Gasly, qui lui peine à reprendre de la vitesse, donc
Ocon, au bout d'un moment, il en a marre de faire la queue, il se décale à droite où il y a toute la place pour commencer à dépasser et il commence à se mettre à hauteur de Pierre Gasly qui au même moment, lui aussi va commencer à reprendre de la vitesse. Roue avant gauche contre roue arrière droite, à peu près dans l'angle mort de Pierre Gasly qui n'a pas regardé son rétro en revenant en piste. Il veut reprendre un petit peu l'aspiration de Tsunoda et referme gentiment la porte sur Esteban Ocon qui est déjà là. Sans le savoir, et boum, le mur. Alors c'est ce qu'on appelle un incident de course pur et dur, c'est mauvais endroit, mauvais moment, deux pilotes qui voulaient le même bout de bitume, c'est un 50-50 pour ma part, la FIA n'a pas donné de suite non plus. Si on devait vraiment mettre un petit peu plus de responsabilité sur l'un ou sur l'autre, je pense qu'on mettrait assez logiquement la responsabilité sur Pierre qui n'a pas regardé son rétroviseur en revenant en piste et qui tasse sans le vouloir et sans le savoir, une autre voiture dans le mur. Alors, étant donné le moment du départ avec des voitures derrière, la sortie de piste, la vitesse et la position de Pierre, je pense que Esteban s'attendait à ce que Pierre l'ait vu et laisse un petit peu de place à droite, sachant que il était moins rapide en sortie de ce virage. Ça n'a pas été le cas. Esteban a aucune raison de devoir freiner, qui plus est dans une zone où on est censé être en réaccélération et être pied au plancher, et encore moins pour jouer l'équipe dans un moment aussi chaud et aussi individualiste qu'un départ de course. On joue l'équipe quand on a une stratégie, pas quand il reste 2 tours de sprint et que son coéquipier vient de faire une erreur. Enfin bon, bref, ça fait quand même 2 voitures éclatées, ça va peser dans le budget cap. Ah oui, ça forcément, ça fait de la casse. Il y avait une occasion de marquer des gros points, surtout pour Pierre Gasly qui avait fait une superbe course. McLaren qui avait aucun point se retrouve P5 juste devant Alpine. C'est ce qu'on appelle faire un petit hold-up. Bravo à eux. Quatrième réaction, on va parler de réglementation, de règlement pour faire un petit point. D'ailleurs, un petit point que j'aurais pu faire à Jeddah, mais bon, cette fois-ci on a le cas inverse, donc ça va être assez intéressant de voir la chose. Depuis le début de l'année, en fait, on a une FIA, un directeur de course et des stewards qui sont très à cheval sur le règlement. La règle, c'est la règle et pas autrement. Bon, très bien, on a une certaine constance, en tout cas sur les décisions, et globalement, ils se sont pas gourés depuis le début de la saison. On n'a pas eu de grosses dingueries sorties d'absolument nulle part. Dès qu'il fallait faire quelque chose, le règlement leur donnait raison, c'était assez propre. Ocon puis Alonso pénalisés sur le grid box pour finalement élargir le grid box de 20 cm, bon pourquoi pas. Verstappen qui a ses roues sur la ligne blanche de devant, c'est autorisé tant que la bande de roulement, donc ce qui est en contact avec le sol, est en contact avec la ligne, donc c'est bon, c'est un peu comme au foot si vous préférez. Et c'était d'ailleurs pas du tout le seul sur la grille à ce moment-là à être placé de cette manière, donc tout est ok de ce côté-là. Le seul vrai point qui leur a sauté à la tronche, c'est l'histoire du cric avec Alonso à Jeddah. Comme le règlement est flou là-dessus, la jurisprudence de ce qui a été décidé les années précédentes prend le dessus, et comme ils tentent de resserrer les vis, du coup ils se font avoir par eux-mêmes. Bon, c'est comme ça, c'est un petit truc qui... voilà. Bon, ensuite, Sainz qui accroche Alonso au 3e départ, c'est pas non plus très complexe à juger. La FIA l'a très bien fait ici, je trouve, pour le coup. Oui, c'est considéré comme un premier virage, donc ils sont plus cléments. Mais quand tu te retrouves à aller accrocher la voiture de devant qui est partie un peu au large et qui, oui, est un petit peu lente sur la trajectoire, c'est que tu as fait quand même une petite erreur. Voilà. Alors oui, c'est une pénalité. Russell avait été pénalisé d'ailleurs de la même manière à Austin l'année dernière pour un contact avec Sainz. Du coup, voilà, l'arroseur arrosé. Donc là-dessus, 5 secondes de pénalité, c'est pas méchant. Une erreur, ça arrive, ok, bon, pas de souci. On a jugé les faits, c'est parfait, nickel, chrome, il n'y a pas de souci. Là où j'ai un vrai problème, c'est pas l'incident ou la pénalité elle-même, mais la manière dont on applique la pénalité. Alors, c'est pas la première fois qu'un pilote se prend une pénalité de 5 secondes en finissant sous safety car et dégringole littéralement au classement en franchissant la ligne. Ça s'est vu en F2, ça s'est vu en F3 ces dernières années. Enfin, c'est, je trouve, profondément injuste et surtout, ça met en lumière qu'une pénalité de temps, c'est pas toujours la bonne solution. Si on prend l'exemple d'Alonso à Jeddah, il a payé 5 secondes de pénalité sous safety car, ce qui atténue mais énormément les conséquences d'avoir une pénalité. C'est bien pour ça qu'un arrêt sous safety car, c'est aussi un gros avantage et ça permet de mixer un petit peu la course. Bref. A l'inverse, Sainz paye les conséquences de l'exacte même pénalité bien plus cher puisqu'il passe de la P4 à la P12 et dernier à terminer. Vous serez bien d'accord avec moi qu'il y a un truc qui cloche quand même. Oui, c'est la règle, oui, elle a été respectée parfaitement, donc là-dessus on va pas revenir. Mais est-ce que c'est équitable et juste? Non, clairement pas. Et le règlement ne permet pas d'assurer l'équité entre les compétiteurs
comme il est supposé le faire. Alors le système de pénalité de temps est le meilleur compromis que l'on a à l'heure actuelle, mais il a du mal à s'appliquer dans certaines situations. Si on doit finir la course sous safety car ou virtual safety car, moi je pense qu'il faudrait transformer ces 5 secondes de pénalité en 5 places de pénalité pour le prochain Grand Prix. De même, il faudrait qu'on empêche les pilotes de servir leur pénalité pendant un arrêt sous safety car ou virtual safety car. C'est pas très compliqué et en plus de ça, on garde un peu d'équité quoi. Alors clairement, je pense que faut faire quelque chose quand même pour s'assurer qu'une même pénalité ait des conséquences à peu près similaires. Sinon, si on met une pénalité pour mettre une pénalité et c'est tout quoi. C'est pas réfléchir, c'est dommage. On rend pas le sport meilleur. Cinquième et dernière réaction, le drama du week-end, la toute dernière relance pour un tour sous safety car, le 3e départ, la fin de course bordélique si vous préférez. Le plus gros des problèmes sur ce Grand Prix, ce sont les 2 premiers drapeaux rouges pour Albon et Magnussen qui ont surpris absolument tout le monde, en priorité les pilotes. Grosso modo, un coup de balayeuse sur plusieurs tours, ça le faisait très bien. J'ai un doute sur le Tech Pro à remplacer, mais bon, bénéfice du doute, why not, ok ça passe. Ça va être discuté à Bakou parce que les pilotes ne comprennent pas pourquoi il y a eu un drapeau rouge. Alors forcément, le doute s'installe chez les spectateurs de voir une volonté de la FIA de créer le spectacle lorsque le sport ne le fait pas directement. Depuis quelques années, la FIA tente de faire en sorte de terminer les courses sous drapeau vert parce que c'est ce que l'on aime, c'est vrai, c'est comme ça. On aime voir des voitures franchir la ligne sous drapeau vert. Pas envie de les voir franchir sous safety car, on trouve ça dommage. Bakou 2021 nous avait sorti un drapeau rouge assez évident après un gros crash à haute vitesse de Verstappen dans la ligne droite principale et qui avait semé beaucoup de débris, donc là-dessus pas de souci. 2 tours de sprint, à part Hamilton qui a tiré tout droit avec le break magic, on n'a pas eu d'incident de course, globalement tout le monde était plutôt satisfait et il n'y avait pas eu de problème. A contrario, on a Monza 2022 où on a terminé sous safety car puisque la voiture de Ricciardo et l'engin de levage hors trajectoire ne représentait pas un danger imminent, ça réunissait toutes les conditions pour se faire correctement sous safety car. Voilà, on a terminé sous safety car et certains n'ont pas aimé car oui, ça nous a potentiellement enlevé une dernière relance avec une bataille Verstappen-Leclerc qu'on aurait kiffé voir. Ça dessus on est d'accord, voilà. Il n'y a pas de souci. Ces drapeaux rouges peuvent occasionner des relances en départ arrêtées. Voilà, c'est pas une obligation, mais c'est une possibilité pour la direction de course. Je suis pas contre, au contraire, j'aime bien, mais que si ça reste assez occasionnel, si vraiment les circonstances s'y prêtent bien. En fait, je pense que globalement, on a besoin de savoir comment doit se terminer une course, peu importe ce qu'il se passe en piste. Il nous faut une règle qui nous dit, voilà, à partir de tel tour, voilà la procédure si on a une neutralisation de la course. Un peu comme aux États-Unis, alors c'est en NASCAR je crois, il y a le green white checkered ou l'overtime. Je sais pas bien faire la différence, je me suis pas encore trop renseigné là-dessus. Mais voilà, un départ arrêté en fin de course, pour moi, c'est pas à chaque fois la bonne solution. Alors du coup, oui, si on prend le 3e départ arrêté, moi de mon côté, je pense que c'était plutôt une mauvaise idée, car on réunissait pas toutes les meilleures conditions pour en faire un correctement, dans les règles de l'art, dans la sécurité, etc. Les pneus étaient pas forcément à la meilleure des températures à cause de la safety car, aussi parce que le soleil se couchait. Le soleil qui se couchait, ça donnait aussi plus de difficultés visuelles à aborder le point de freinage pour les pilotes. Il y avait l'agressivité au maximum de devoir tout gagner sur 2 tours. La preuve en est que on a eu 7 voitures en perdition entre le 1er et le 3e virage. C'est presque grotesque. Alors je termine sur le dernier tour de parade là pour passer sur la ligne et compléter tous les tours. Bon, clairement, je pense pas que c'était nécessaire, ça a profité à certains, mais ça a desservi à beaucoup trop de monde, je trouve. Tout ça pour faire un tour de plus sous safety car, je sais pas à quoi ça a servi, j'ai pas compris l'intérêt, mais bon, pourquoi pas. À part juste le fait de passer sur la ligne et de faire coucou, je vois pas à quoi ça a servi. Honnêtement... Alors As a tenté d'aller chercher un autre ordre de position pour ce dernier tour en se servant de la ligne de sortie des stands, la fameuse Safety Car Line 2, comme cela avait été le cas à Silverstone l'année dernière, mais déterminer l'ordre des positions, ça reste à la discrétion de la direction de course au moment qu'elle trouve le plus clair et le plus fiable possible pour établir un ordre. Ce qui, au vu des plongeons un petit peu dans tous les sens de tout le monde au virage 1, c'était effectivement pas le bon endroit, cette ligne de Safety Car, pour rétablir un ordre de position. Et sinon, c'était à la fin du premier secteur, sauf que Verstappen n'a pas passé le premier secteur, donc du coup, grille de départ du 3e départ. Bref, là c'est parti un petit peu trop en sucette, encore une fois, depuis plusieurs années que je le dis, il faut revoir le règlement une bonne fois pour toutes,
faciliter la tâche à ceux qui l'appliquent et ceux qui font la course. Déjà, ce sera bien. Et puis, il faut qu'il soit suffisamment clair et juste pour tous les spectateurs. Là, on est sur une complexité qui est absolument inutile. C'est terrible. Bon allez, je vous laisse avec un petit bonus. Bravo à Théo Pourchère pour son podium en course longue, si je dis pas de bêtises, le dimanche. Les catégories juniors, ce week-end, ça a été un sacré bordel. Faire tout ce chemin pour casser des voitures à gogo comme ça fait cher le voyage quand même. Mais bon, ça nous a donné un paquet d'événements de course, on va pas s'en plaindre. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires. On débriefera en live certains de vos commentaires sur Twitch le vendredi du week-end à Bakou, donc dans 4 semaines. Grosse pause quand même. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.